Ah, bonjour Marie-Sophie. Bonjour. Alors, hop, je configure et on va lancer. Alors, hop là, un instant, ça va démarrer. Alors, je vais nous mettre en grand. Là. Alors, ok, bonjour à tous. Excusez-moi pour ce petit contretemps technique. Bienvenue à tous donc dans Bibliothèque RH, votre rendez-vous dédié aux livres qui transforment les pratiques de la fonction ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons parler donc de lucidité, d'objectivité et d'équité des processus de recrutement en traitant un sujet essentiel, les biais cognitifs. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Sophie Zambo, auteure de Recrutement sous influence, Libérez-vous des biais cognitifs, publié le mois dernier aux éditions du Node. Il s'agit d'un ouvrage documenté, accessible et concret qui explique ce que sont les biais cognitifs, comment ils influencent nos décisions dans le recrutement et surtout comment on peut s'en prémunir grâce à des outils que Marie-Sophie nous explique dans son livre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Marie-Sophie, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre parcours en quelques mots ? Je vais le faire. Marie-Sophie Zambo, donc moi j'ai 20 ans maintenant, 20 ans d'expérience en recrutement, surtout au sein de cabinets de conseil et de SN, avec une incursion de 3 ans au sein de la fonction publique territoriale. Et depuis à peu près 2 ans, moins de 2 ans, je suis l'heureuse fondatrice de Rethink RH, mon cabinet de conseil en recrutement et marque employeur. Et à côté, voilà, j'ai une activité de création de contenu, de rédaction d'articles, de veille sur le recrutement, ce qui m'a conduit à rédiger mon premier bébé, mon premier livre, qui a été publié le mois de février et qui est donc Recrutement sous influence et qui est consacré au sujet des biais cognitifs en recrutement. Super, merci. Alors, pour introduire cet échange, en fait, je voudrais revenir sur des chiffres que vous mettez en avant au début de votre livre, qui sont basés donc sur plusieurs enquêtes et qui concernent le coût d'un recrutement raté. Donc, celui-ci étant estimé sur une fourchette assez large, bien entendu, de 30 000 à 150 000 euros en fonction du poste et de l'entreprise concernée. Outre ce risque financier,
vous soulignez également donc les problématiques de discrimination inconsciente qui peuvent être induites par ces biais cognitifs et de manière mécanique, finalement, tous les enjeux qui sont associés pour les entreprises, donc le respect des obligations légales, bien entendu, mais aussi le traitement équitable des candidats et les impacts que ces biais peuvent avoir sur la marque employeur et l'attractivité de l'entreprise sur le marché de l'emploi. Mais surtout, en fait, vous expliquez qu'il y a encore un problème qui est très présent dans les pratiques de recrutement actuelles. C'est la croyance persistante qui consiste à dire que finalement, recruter, ce ne serait qu'une question de feeling. Donc, ma première question, naturellement, c'est pourquoi c'était important pour vous de creuser la question de ces biais qui, on le comprend en fait à la lecture de votre livre, sont finalement un peu partout, à toutes les étapes du recrutement, de la première étape de tri et de traitement des CV jusqu'à la sélection finale du candidat qui rejoindra l'entreprise. J'ai écrit justement ce livre, alors d'une déjà parce que moi, mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Donc il y a une part curiosité intellectuelle. Mais ça étant dit, j'aurais pu juste le conserver dans mes loisirs et dans mes hobbies et comme un Oui, passe-temps. Si j'ai décidé véritablement d'écrire ce livre qui s'adresse à des recruteurs, des étudiants et des managers, c'est qu'au bout de voilà, quasiment mes 20 ans d'expérience, je me suis rendu compte que souvent ce qu'on met derrière le terme de feeling ou de fit ou d'intuition ou de je l'ai senti ou je l'ai pas senti en recrutement, et je pense que ça parle à tout le monde et qu'on a tous entendu ce genre de phrase, ce qu'on met derrière ça en fait, c'est des biais cognitifs dont on n'a pas conscience. Donc on va pas étiqueter ça en disant ce sont des biais cognitifs, on va penser que c'est de l'intuition ou que c'est du flair, alors que ce sont ces biais cognitifs qui vont impacter et parasiter en fait les prises de décision. Et donc moi ce qui me dérange, c'est que quand je fais du recrutement, et je pense tous les recruteurs, quand on fait du recrutement, avant toute chose, on veut recruter sur la compétence. Avant toute chose, on veut évaluer la capacité d'un candidat à devenir un super bon collaborateur qui va réussir dans son poste. Et donc, ce que je veux, c'est que le recrutement, il tende vers un maximum d'objectivité, d'équité et de performance. Et donc, s'il est parasité par les biais, il va perdre en objectivité, ça va perdre en pertinence et on ne va pas embaucher les bonnes personnes. C'est pour ça, c'est ça qui m'a motivée en fait à écrire ce livre. d'accord, merci. Alors, pour rentrer un peu plus dans les différents sujets qui sont traités dans votre livre, Recrutement sous influence, en fait, c'est un ouvrage que je perçois, en tout cas, qui comme à la fois pédagogique et pratico-pratique. Vous expliquez, par exemple, les 20 principaux biais cognitifs, en recrutement, voilà, qui sont systématiques, dans les pratiques et vous les expliquez de façon un peu théorique, avec, différents exemples et en fait, je trouve que c'est un point important parce que, vous expliquez justement qu'on observe, qu'il y a encore une vraie différence entre, d'un côté, la prise de conscience des recruteurs, vis-à-vis de l'influence de ces biais cognitifs, et la véritable connaissance de ces biais qui sont enfin, il y en a plus de 180, je crois, dans ce que vous expliquez et les outils, qui parfois sont déjà finalement à leur disposition, mais qu'ils n'utilisent pas toujours pour pouvoir s'affranchir de ces biais cognitifs. Vous expliquez aussi très bien que, ces biais ne sont pas une fatalité et d'ailleurs il est presque impossible de les supprimer, mais par contre, il est aujourd'hui absolument nécessaire d'apprendre à les reconnaître, et de savoir comment les neutraliser, et c'est pourquoi en fait vous annexez, à vos explications, finalement, beaucoup d'exemples et de clés méthodologiques, très concrètes pour permettre aux recruteurs, et aux équipes, RH ou managers qui interviennent dans le processus de recrutement, de s'affranchir de ces biais. Est-ce que vous pouvez nous donner un premier exemple, enfin un exemple d'un biais cognitif qui est assez fréquent, qui parlera à tout le monde et nous expliquer comment, eh bien, finalement, il peut venir influencer la décision, dans le recrutement sans que le recruteur, ne s'en rende véritablement compte? J'ai l'embarras du choix.
Parce que justement, alors sur les chiffres, ça va être difficile, il n'y a pas de consensus, mais on va dire qu'on retient 188 biais cognitifs. C'est le codex. Si on va sur un navigateur Google, etc., et quand tu as codex biais cognitifs, il y en a 188. J'ai dû choisir ces renoncés, j'en ai choisi 20. Oui. Euh, et il y en a 2 qui sont les plus présents. Alors, je vais faire plouf-plouf. Je vais parler du syndrome du scarabée parce que je pense que ça fait des ravages en recrutement sur les sujets de diversité et d'inclusion. Le syndrome du scarabée ou le biais d'affinité, en fait, il fonctionne selon l'adage de qui se ressemble s'assemble. À savoir que sous l'influence de ce biais, je vais avoir tendance à privilégier, à favoriser, donc à recruter les individus qui me ressemblent, dans lesquels je peux me reconnaître et je m'identifie parce qu'on a fait la même école, parce qu'on est passé au sein des mêmes organisations, parce qu'on habite peut-être au même endroit ou qu'on partage les mêmes loisirs. Donc, il y a un sentiment de familiarité qui fait que le fameux fit, je vais matcher davantage avec cette personne-là pour des raisons qui ne sont pas forcément des raisons liées aux compétences pures. Mais voilà, cette personne m'est familière, je m'identifie et donc je vais la favoriser dans tout le processus et je vais l'embaucher. Et à la fin, mes équipes, elles vont manquer de diversité. Je vais avoir, si j'exagère, mais ceux qui me connaissent, j'ai par moment tendance à forcer un peu le trait, grossir le trait pour que le message passe. Je peux me retrouver avec un peu une armée de clones. Voilà, avec qui ont fait les mêmes études, qui sont passés par les mêmes entreprises, etc. Donc, c'est la créativité, c'est la capacité à se remettre en question, c'est l'innovation qui vont en pâtir, et in fine, la performance même des organisations, puisqu'elles arrivent à se nourrir, à croître, à grandir, parce qu'il y a de l'innovation et l'esprit critique. Ok, d'accord. Et finalement, en fait, on se rend compte que le mécanisme cognitif, c'est quelque chose qui peut sembler un peu anodin à première vue, mais qui finalement a des conséquences qui vont être hyper concrètes sur la prise de décision. Mais ça reste tout le temps très inconscient, alors que finalement, c'est l'ensemble du processus de recrutement, comme je le disais en introduction, qui peut être impacté depuis la formulation finalement du besoin de recruter jusqu'à la prise de décision finale qui peut être impactée si aujourd'hui on ne pose pas un regard un peu plus lucide et un peu plus structuré sur les pratiques du recrutement. Et donc je vais avoir finalement des questions maintenant qui vont être un peu plus générales, mais qui vont se rapprocher de manière très concrète du fond de votre livre, notamment sur la formation des acteurs du recrutement, sur la performance collective et surtout finalement sur la capacité des organisations à transformer leurs intentions en actions concrètes. Est-ce que, en première question, est-ce que vous pensez qu'il existe encore aujourd'hui un manque de formation à la psychologie cognitive au profit des recruteurs, des RH ou encore des managers qui interviennent dans les recrutements au sein des entreprises? C'est pas qu'il y a un moment un petit manque, c'est que je pense que globalement, on n'est pas formé là-dessus. Moi, à titre personnel, mais je suis pas représentative, sinon ça serait un biais, de représentativité. J'ai jamais été formée durant mon cursus sur ce sujet. Et je pense que, hormis les personnes qui font du recrutement et qui ont fait des études en psychologie, il y en a, mais c'est pas non plus la majorité. Tous les autres acteurs et parties prenantes du recrutement n'ont à peu près jamais été formés sur ce sujet. Alors, les biais cognitifs, on en entend de plus en plus parler ces dernières années. Moi, j'en suis plutôt contente qu'on en parle, bien évidemment. Le problème, c'est que c'est pas le fait de dire il y a des biais cognitifs et entre guillemets c'est pas bien, ça parasite nos prises de décision, qui règle le problème. Loin de là. Si on fait des formations et j'en fais, mais qu'on s'arrête juste au constat de des biais existent, c'est pas bien. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant intellectuellement. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est aller plus loin et passer de la sensibilisation à l'action et mettre en place des méthodes. Puisque vu que les biais sont inconscients, il faut qu'on mette en place des méthodes, des techniques, des garde-fous pour, entre guillemets, à notre insu, on se prémunisse et on arrive à lutter contre ces biais parce qu'on a la méthodologie qui va compenser les biais qui sont inconscients. D'accord. Mais oui, il y a un gros sujet sur la formation. Bon, là, j'ai l'air d'être un plaidoyer pro-domo puisque j'ai écrit ce livre et donc ça fait un peu la com. Mais je pense que tout le monde devrait se pencher sur ce sujet. Toutes les parties prenantes, je dis parties prenantes parce que recruteurs, hiring managers, toutes les personnes qui interviennent dans un processus de recrutement devraient être
Première brique, sensibiliser sur le sujet. D'accord. Comment on justement, comment on peut mettre ça, en place de manière concrète, en entreprise? La sensibilisation à Oui, la formation, bah, tout comme moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que les gens ne le savent pas forcément, mais il y a des formations qui sont obligatoires sur les critères de discrimination en France. Toute mmh, personne amenée à recruter doit être formée régulièrement sur les critères de discrimination qui en plus sont amenés à évoluer puisque on en a de plus en plus chaque année. Et donc on peut justement dire, bon voilà, j'ai cette obligation légale, tant qu'à faire, j'essaie de faire d'une éventuelle contrainte une opportunité. Et d'accord, donc, j'élargis cette formation en parlant de discrimination et ce qui est assez lié biais, parce que les biais vont m'amener à en fait discriminer certaines populations, certains profils. Donc, je peux clairement aller sur des formations. Moi, je recommande une journée minimum. Plus d'accord, court, c'est difficile. Excusez-moi. Moi, je fais voilà 1 à 2 journées. Plus court, je trouve que c'est difficile pour évoquer les critères de discrimination, les biais. Et si on veut vraiment provoquer des déclics et des prises de conscience, il faut avoir de la théorie et bien évidemment des ateliers. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà. Et il y a des ateliers que je recommande à tout le monde. Voilà, je donne une de mes techniques. Bon, elle n'est pas non plus. Si vous voulez sensibiliser vos recruteurs ou vos managers et leur montrer que le recrutement n'est pas aussi rationnel et objectif que ce qu'on croit, vous prenez une offre d'emploi chez vous, un poste classique sur lequel vous êtes amené à recruter, et vous le distribuez à tous les participants, et vous leur donnez 10 profils de candidats, 10 CV, et vous allez faire exprès de jouer sur les paramètres de ces CV, avec photo, sans photo, d'accord, quelques fautes d'orthographe, vous allez varier sur les hobbies sont indiqués ou non, la formation initiale, l'expérience, et vous allez leur demander de classer ces 10 CV par rapport à la même offre d'emploi, du plus pertinent au moins pertinent. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ne vont pas être d'accord. Et là, il y a souvent, ça provoque un déclic en disant, en fait, je pars de la même offre, je suis au sein de la même organisation et c'est pas rationnel, c'est pas totalement objectif, parce que je n'ai pas la même hiérarchisation des CV. Donc ça, pour d'accord. la prise de conscience, comme première étape, Oui, c'est pas très compliqué à faire, mais ça fonctionne pas. d'accord, merci. Et justement, là, vous parliez, de la discrimination. Dans votre ouvrage, c'est d'ailleurs un point que vous soulignez, vous démontrez, comment les biais, impactent donc la performance des recrutements et freinent la diversité, dans le recrutement et donc, de fait dans les entreprises. Hem, Quel lien, vous faites, entre, la réduction de ces biais et finalement, ben, l'impact, de la diversité, vis-à-vis de la performance collective? Alors si, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, et donc là, je m'intéresse aux biais, mais dans l'absolu, c'est recruter de la manière plus juste, la plus équitable et objective possible, et normalement conformément d'ailleurs au cadre légal. Et Mmh, donc, si on arrive à ne pas être pollué et parasité par les biais cognitifs, ça veut dire que de notre processus d'évaluation et de recrutement, on va se concentrer uniquement sur les compétences en lien direct avec la capacité à réussir dans un poste. Et donc, on va donner sa chance, leur chance, à un maximum de candidats. Et donc, normalement, si on donne sa chance à un maximum de candidats en se focalisant uniquement et seulement sur les compétences, mmh, je vais, euh, je vais avoir des candidats de mes collaborateurs qui vont être plus divers. Donc, s'ils sont plus divers, l'entreprise elle va gagner en créativité, en innovation, en capacité à se remettre en question. Voilà, lorsqu'il y aura des réunions d'équipe ou des brainstorming, j'aurai plus d'avis dissonants, divergents, plus d'opinions out of the box, on pourra plus sortir des sentiers battus. Donc l'entreprise gagnera. Il y a d'innombrables études qui montrent que on a tout à gagner à avoir des personnes qui sont diverses aussi cognitivement d'ailleurs. La diversité ethnique, d'âge, de sexe, mais diversité aussi cognitive. La manière de réfléchir. Voilà. Si on réfléchit différemment, on apporte aussi quelque chose. Donc je crois beaucoup au fait que après on peut mettre en place des politiques précises, même si en ce moment toutes ces politiques sont plutôt attaquées, mais déjà d'avoir un processus de recrutement où je me focalise sur les compétences, où j'essaie d'être le plus objectif
et équitable dans mon traitement, ça fait que je donne la chance à plus de personnes et aux bonnes personnes. D'accord, merci. Et ma dernière question, elle va partir du principe que finalement, recruter avec objectivité, c'est pas seulement aujourd'hui une question d'image, d'équité ou de RSE. Vous expliquez très justement que finalement, c'est aussi un levier stratégique à la portée de l'entreprise qui permet moins d'erreurs de casting avec les coûts associés, comme on en a parlé au début de l'échange, plus de diversité et donc de performance, comme on vient de le voir, et une meilleure prise de décision, etc. Est-ce que, selon vous, les entreprises sont aujourd'hui prêtes à vraiment prendre le virage à ce sujet ou est-ce qu'elles sont encore davantage dans une posture d'intention plus que dans une posture de passage à l'action? De généraliser, puisque c'est un des ressorts aussi des biais, donc ne me faites pas généraliser et essentialiser toutes les organisations. Ce qui est sûr, c'est que par exemple, pour réduire les biais, voilà, pour ceux qui nous écoutent, il y a la méthode, il n'y a pas de recette miracle, mais s'il y a une chose à mettre en place, c'est l'entretien structuré. Plus j'ai de structuration dans mon processus de recrutement et plus les biais vont diminuer. Donc ça, on le sait depuis au moins 20 à 30 ans, toutes les enquêtes scientifiques, études nous le disent. La plupart des organisations le savent, pour autant il y a une difficulté à passer à l'acte parce qu'il y a des freins psychologiques sur le fait qu'on dit c'est un métier humain, donc l'intuition doit primer, parce qu'il y a une mise de départ où ça va prendre du temps, parce qu'il va falloir faire de la conduite du changement et changer les pratiques. Donc je trouve que quand même ces dernières années, on entend de plus en plus parler d'objectivité, d'entretien structuré. Il y a de plus en plus d'organisations qui le Mmh. font. Mais euh, voilà, la route est droite, mais la pente est forte. Voilà, donc on y va doucement, mais sûrement. Mais j'espère qu'on y va sûrement. Mais le message ça a du mal à se démocratiser véritablement, en tout cas en France. Je pense que c'est plus une résistance au changement et des résistances d'ordre culturel sur le fait que on veut pas transformer un entretien soi-disant en interrogatoire et qu'on veut que ça reste quelque D'accord, chose qui soit plus un échange et de l'humain. Et c'est surtout ça en fait qui bloque. qui bloque aujourd'hui, d'accord. Est-ce que vous pouvez, pour conclure, nous faire voilà, une petite synthèse finalement sur eh bien, l'influence des biais cognitifs et surtout ce que votre livre va apporter à tous les managers et RH qui veulent véritablement s'affranchir et s'emparer finalement des méthodes que vous proposez pour se libérer des biais cognitifs. Je vais essayer. Alors, moi, j'ai écrit ce livre parce que je disais, si nos prises de décision en recrutement sont parasitées par les biais cognitifs, il y a plusieurs choses qui vont se passer. Je vais embaucher des candidats qui ne sont pas les bons candidats, ils correspondent pas pleinement aux attentes du poste et donc ils vont partir. Donc voilà, c'est les fameuses erreurs de recrutement, erreurs de casting qu'on connaît Mmh. tous. Mais il y a aussi, on a moins en tête, il y a des profils qu'on aurait dû recruter, qu'on ne va pas recruter, qui vont passer sous les radars et qu'on va écarter pour des mauvaises raisons. Et donc ça, D'accord, souvent, c'est pas pris en compte dans les erreurs de recrutement. On ne pense qu'à ceux qu'on a recrutés, qu'on n'aurait pas dû, mais pas à ceux qu'on aurait dû recruter, mais qu'on n'a pas recrutés. Je l'ai dit plusieurs fois, mais si mon recrutement est biaisé, je vais avoir un turnover beaucoup plus élevé et de l'instabilité au sein de l'équipe. Si j'ai l'instabilité du turnover, je risque d'avoir quand même du manque de motivation et du désengagement des autres personnes, des autres collègues, des autres collaborateurs de l'équipe, qui en plus, voilà, si la personne ne reste pas, vont se récupérer la charge de travail du collaborateur. Donc c'est pas bon, ça se fait un cercle vicieux. Il va y avoir une baisse de la créativité des équipes, une baisse de la performance. Et je l'ai dit, pour l'entreprise, il y a des risques de litige et d'attaque, entre guillemets, oui, pour discrimination. Donc, moi, partant de ce constat, effectivement, j'ai écrit ce livre qui se veut, et vous l'avez dit au début, avec de la théorie et des choses très pratico-concrètes. Je oui, voulais qu'en refermant le livre, on puisse se dire ça, éventuellement, c'est intéressant, je peux tout de suite le mettre en place. Donc, j'ai fait un focus sur
Pourquoi se préoccuper des biais cognitifs en recrutement? C'est pas juste une marotte ou une lubie personnelle. De décrire les 20 principaux biais cognitifs en expliquant véritablement les rouages, comment ça fonctionne avec des exemples concrets. Et il y a toute une partie méthodologie, parce que vu que les biais cognitifs ils sont inconscients, je le redis, le fait de savoir qu'il en existe n'est pas suffisant. Oui. Donc, il y a toute une partie de méthodologie, de méthode, de technique, de garde-fous, entretien structuré, recours au collectif, ordre de la prise de parole. Voilà, les différentes techniques pour essayer de réduire l'impact des biais cognitifs et tendre vers quelque chose de plus objectif. D'accord, super, merci. J'ai une question dans le chat de Régis qui nous dit: «La méthode des entretiens structurés permet de réduire les biais dans le processus de recrutement, mais quid des biais à l'étape du screening de CV, comment les réduire? Et le développement de l'IA, notamment pour le screening de CV, ne va rien arranger». Alors, là encore, il y a plusieurs questions. Alors, sur le screening, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, là, l'entretien structuré, effectivement, ça va être sur la phase même de l'entretien en face à face avec un candidat. Mais l'entretien structuré, c'est aussi le fait qu'on a, en amont de l'entretien, on a déterminé quels étaient les bons critères et quelles étaient les bonnes compétences sur lesquelles j'allais évaluer les candidats. Et donc, en fait, ça va surtout se jouer sur la partie screening, sur le fait de déterminer, en binôme avec le manager, quels sont les bons critères de recrutement, quelles sont les bonnes compétences. Donc, ça va être la phase de recueil du besoin qui est primordiale pour faire baisser les biais. Il faut challenger tous les critères. Déjà, est-ce qu'il est véritablement en lien direct avec la capacité à réussir dans un emploi? J'ai mis ce critère, est-ce que j'ai voulu me faire plaisir ou est-ce que c'est obligatoire et essentiel? J'ai mis minimum 7 ans d'expérience. Qu'est-ce qui se passe si la personne elle en a 6? Est-ce que c'est grave? Donc, on fait un peu pousser dans les retranchements et challenger tous les critères pour que ce soit les vrais bons critères, qui soient clairs, qui soient non univoques. Et déjà, ça va aider sur le screening. Quant à l'IA, la promesse, elle est géniale. La promesse, elle est fabuleuse. C'est très, très prometteur. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas encore totalement parfait, loin de là, et qu'il va y avoir 2 biais. Il va y avoir un biais lié aux données d'entraînement. Si mon IA utilise des données d'entraînement qui elles-mêmes sont biaisées, à la fin, ça va reproduire les biais au mieux, voire les amplifier. Et l'autre sujet, c'est que l'IA, les algorithmes et tout ça, ils sont développés par des êtres humains. Et vu que les êtres humains, ils sont biaisés, ils sont biaisés de manière inconsciente, ce qu'ils peuvent développer peut être biaisé dès le début. Donc si on n'a pas en tête dès le début le fait de se dire je veux absolument développer quelque chose avec le moins de biais possible et je fais des contrôles et j'ai ça en tête en permanence, on a ces 2 limites aujourd'hui qui sont assez conséquentes et qui font qu'il ne faut pas totalement tout déléguer à l'IA. C'est pas ça aujourd'hui la solution pour atteindre pleinement l'objectivité. Et d'ailleurs, si on lit l'IA Act et tout ce genre de choses, on n'a pas le droit de déléguer totalement à l'IA les prises de décision au recrutement. Oui, c'est ça. Il faut toujours qu'il y ait un pilote, et le pilote, c'est l'être humain, c'est le recruteur. C'est ça. Régis, est-ce que ça répond à votre question? Il nous reste quelques minutes. Oui, merci Marie-Sophie. Il nous reste quelques minutes. Si quelqu'un d'autre a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour que Marie-Sophie puisse y répondre. Bon, a priori, c'est bon. Pas de questions. Super. Eh bien, écoutez, on aura fait le tour des sujets que je voulais aborder avec vous. Ah, j'ai quelqu'un d'autre qui écrit. Je vous remercie en tout cas de votre disponibilité pour cet échange d'aujourd'hui. Le suspense, quelqu'un écrit. Oui, quelqu'un écrit. Il ne nous reste plus que quelques minutes. Bon. J'ai peur. On a montré trop d'enthousiasme. Oui. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y aura comme d'habitude, il y aura un replay de ce webinaire et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser directement. On les fera suivre à Marie-Sophie. Vous pouvez contacter Marie-Sophie qui est très présente sur LinkedIn également. Marie-Sophie, je vous remercie encore pour votre présence aujourd'hui, pour votre éclairage sur ces différentes questions. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour le prochain rendez-vous Bibliothèque RH qui aura lieu dans 15 jours. Bonne journée.
pour Merci. l'invitation. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.